Rien n'est caché éternellement, des secrets sur Chantal Biya que personne n'imagine. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Origine de Chantal Biya. Chantal Biya est née Chantal Pulchéry Vigourou, le 04 décembre 1970. Elle est la seconde épouse du président de la République Paul Biya, leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Depuis son mariage, le 23 avril 1994, Chantal Biya est devenue la troisième première dame que le Cameroun ait connue. Mais à part cela, il existe bien des informations exclusives sur les origines de Chantal Biya, que beaucoup de personnes ignorent. L'affaire Savannah Energy a réveillé des vérités enfouies. Les noms de Chantal Biya et du fils Emmanuel Franck Biya reviennent avec insistance dans cette histoire à l'origine de la crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad, pays dans lequel Paul Biya a récemment dépêché Ferdinand Ngongo. Dans une publication faite par le journaliste Bory Bertholdt, on peut lire que l'Éveil de l'Est raconte les origines de Chantal Biya et dénonce ceux qui se trouvent aujourd'hui. Beaucoup de choses sont dites dans la vidéo. Les secrets de Chantal Biya dévoilés dans le livre La Belle et la République bananière. La première dame Chantal Biya. Tout comme Paul Biya, Chantal Biya a aussi eu droit à un livre sur son histoire. Si pour le président, il s'agit d'un livre qui livre les secrets de son pouvoir et le valorise, le livre La Belle et la République bananière, écrit par Bertrand Tailloux, sort plutôt les plus lourds secrets bien enfouis du passé de la première dame. L'œuvre retrace sa vie, de sa jeunesse à son arrivée à Etoudi, où elle se construit une image de femme influente. De la rue au palais de la République, découvrez le passé méconnu de Chantal Biya. Cameroun Web vous en propose un extrait. Au regard de sa propension à la générosité internationale reconnue, sa dynamique humanitaire si particulière, son aura de star mondiale de la lutte contre le sida, son look excentrique qui fait sensation à chaque apparition, Chantal Biya ne laisse personne indifférent. Elle est honorée ou érigée en diva, et vénérée comme telle par les plus grands de ce monde, qui la couvrent de paroles bienveillantes. Distinction qui, infiniment, émeut l'octogénaire mari et rafraîchit le règne prodigieux du renouveau chaotique passé à renouveau passionnel, grâce à la muse sémillante, qui fait de la tragédie une aubaine. Dans les années 70 à Dimako, les filles de joie, qui servent de gadgets appétissants aux néocolons blancs, qui dessinent les forêts d'Afrique centrale, ne manquent pas. Cette petite bourgade de l'Est Cameroun, de sa virginité naturelle convertie en poumon économique, est devenue un Eldorado qui suscite la curiosité et donne aux villageois des environs l'envie d'y converger pour trouver du travail et améliorer leurs conditions de vie. L'exploitation forestière y offre du travail et on y côtoie le blanc qui, en ses premières aurores de l'indépendance, reste toujours un mythe devant lequel se prosterne la peuplade qui n'éprouve pas encore la vocation universelle de l'émancipation acquise. Des Noirs réduits à être des manœuvres ou des employés de maison sous-payés, à la merci des fantasmes de leurs maîtres. Tous autant qu'ils sont, femmes, enfants ou maris. À cette époque, la barbarie coloniale a changé de mode opératoire. Ces exécutants sont issus de la nouvelle classe dirigeante acquise à la cause de l'ancien colon. Le gouvernement Ahidjo au pouvoir a pour mission de préserver les privilèges des anciens maîtres. Message reçu, sans faute, par les populations, après le sanglant avertissement des années de braise ayant précédé la fête du 1er janvier 1960, carnage au napalm si aveugle et barbare qu'à présent, la peur se répercute quasi naturellement, de génération en génération, transmis depuis les premiers parents qui, pour sauver la postérité, durent accepter de s'assouvir. À Dimako, convergent des assouvis, des peuplades serviens des villages environnants, à pied, en patin artisanal ou en transport public de fortune, pour la SFID, Société forestière et industrielle de la Doumé, ou de Dimako, complexe industriel implanté depuis 1945 suivant le plan colonial d'exploitation forestière en Afrique équatoriale française, réserve d'essence de bois les plus variées et les plus riches. Après l'indépendance, la société SFID, qui sort d'une période de baisse d'activité, reprend du service grâce à l'irradiation du plan Marshall depuis l'Europe.
Elle est refondée par un brave du coin nommé Banda André et un vieil expatrié rescapé des vestiges coloniaux. Cette structure industrielle, passée du régime d'intervention financière dirigiste de l'État colonial à mandat capitaliste, s'érige en îlot d'espoir pour les populations de la grande région de l'Est. C'est en suivant l'exode économique que Mangolo Timothée, venu de son Douma natal côté ouest, se retrouve à Dimako. Il est loin d'imaginer que cette aventure le conduira, par le biais de sa petite progéniture, dans un palais présidentiel. Il est employé à la SFID comme chauffeur chargé des approvisionnements. Il habite le camp réservé aux employés noirs, cas bâti en matériaux provisoires et rappelant les masures des townships de Soweto. La bourgade de Dimako est née de l'exploitation forestière, conquête de l'Est Cameroun, à la recherche de son or vert, réserve de bois riches, dont les essences variées sont fortement sollicitées sur le marché international. L'activité y est en plein essor. Quand Mangolo débarque, en sa qualité de travailleur vigoureux et dévoué, il n'éprouve aucune peine à y trouver un emploi. C'est par le dur labeur qu'il réussira à gagner la confiance de ses patrons blancs, à améliorer sa condition et à fonder une famille. Au fil des années d'efforts, la famille Mangolo grandit et s'agrandit, compte parmi elles la jeune Rosette, une adolescente pleine de vie et de beauté. Rosette est admirée par tous, par son éveil et sa dynamique, en parfaite image de son père. Elle ne passe pas inaperçue dans les rues de Dimako qui, de plus en plus, se développent selon les mêmes appétits que tous les autres Eldorado de recherche d'or, vœux de modernité célébrés tous les ans à travers des concours de Miss, événements permettant aux jeunes filles de la région de montrer leur charme. Lors d'une de ces cérémonies de Miss, qui met en lumière les jeunes filles du coin, y compris celles venant des villages reculés, Rosette, fille de papa Timothée, en est lauréate. L'élu est acclamé par toute l'assistance, une distinction qui fait écho et retient particulièrement l'attention de Georges Vigourou, un patron français qui travaille à la SFID et habite le camp des expatriés. Par son statut de maître blanc, Vigourou est aussitôt servi, il confie la mission à l'un de ses ouvriers de la SFID, Samba Gaston, membre du jury de l'élection Miss, qui s'occupera de dire à Timothée Mangolo le privilège dont il fait l'objet. La Rosette, toute frémissante, délicate de son âge fragile de 15 ans, franchira, pour la première fois, le camp des expatriés. Un petit bond certes, mais le passage d'un univers à l'autre, entre deux mondes proches, et au même moment si séparés. Georges, découvrant le charme et la tendresse de sa dulcinée, l'accueille en princesse, étrangement pris d'égard. Après les facilitations de Samba Gaston, c'est Banda Véronique, fille de Banda André, assez bien introduite dans le camp des Blancs, qui s'est occupée d'accompagner Rosette. Car comme le veut la tradition africaine, ce sont les femmes qui livrent la muse. Une liaison amoureuse intense s'ensuivra, torride et passionnée, ses fruits ne tardent pas. Une grossesse, puis une naissance, un magnifique bébé auquel on donne les prénoms Chantal Pulchéry. Véronique ira jusqu'au bout de sa besogne, elle sera la marraine de la nouveau-née. Mais cette naissance met au grand jour une relation que Vigourou voulait secrète, passagère et sans avenir. Rosette s'était dramatiquement trompée sur l'égard du premier jour que manifesta son compagnon, un égard qui ne voulait en rien dire amour mais désir. Elle n'était qu'une autre petite fille désirée comme il y en a eu d'autres, comme il y en aura d'autres pendant les prochaines élections Miss, qu'on organisera pour servir spontanément, aux maîtres, les meilleurs fruits de la région. Étant pris de court par la tournure des choses, Vigourou a pensé à l'avortement, mais abandonné aussitôt l'idée, car il serait stupide d'engager un projet périlleux contre une indigène qui de toute façon, ne serait pas plus mal entraînant avec elle un rejeton, lui conseille alors son collègue habitué à ce type d'expérience. Malgré les conseils du collègue, Vigourou reste contrarié, non pas parce que le trentenaire qu'il ait éprouvé du remords pour l'adolescente Rosette, mais à cause de la présence de sa compagne, la mère de son premier fils, venue de France pour quelques vacances. La vérité occultée qui dévastera Rosette, de même que Samba et son ami Mangolo, qui avait eu l'illusion d'une romance sincère. Rosette est déchirée, un bouleversement qui, couplé à son âge de puberté, devient carrément une bombe sentimentale. Elle est la muse bafouée des chercheurs d'or vert. Elle se livre à la liberté explosive pour fuir le suicide. Elle devient instable, insaisissable et incontrôlable.
légère et volage. Une situation qui met en danger l'équilibre conjugal précaire de Vigouroux. De plus en plus, la liaison que Georges a eue avec Rosette ne cesse de constituer une menace, cauchemar quotidien, en plein milieu de forêt équatoriale, à des milliers de kilomètres de sa France. C'est dans ces conditions, après le départ de sa compagne, que Georges Vigouroux prend la résolution de quitter la SFID, Rosette, le bébé et tout le reste. Pour lui, c'est une mésaventure à mettre sur le compte des vicissitudes de la vie. Il abandonne Rosette et sa forêt, et s'en va continuer l'aventure ailleurs, à Douala, capitale économique, ville portuaire, autre destination de chercheurs de trésors, où accostent des marins blancs, qui connaissent par cœur le destin des femmes chagrinées. Après ce brutal départ de Vigouroux, Rosette va vivre un véritable naufrage, une fuite en avant qui ne s'arrête jamais. Elle doit affronter les remontrances silencieux des regards qui, enviant de moins en moins l'icône de la beauté qu'elle est, la traitent, comme c'est souvent le cas, en épave de blanc, ce qui signifie début de gloire, si on choisit de partir, ou fin de parcours désastreux, si on décide de rester où Rosette est doublement effrayée, parce que risque d'être sa condition parmi les siens. Elle sait déjà que quand une femme accouche hors mariage, elle est rejetée, et pire si le géniteur est un blanc fantôme, personnage dont l'image, dans la mémoire enfouie de tout noir, suscite l'épouvante ou la haine. Son destin se montre encore plus tragique qu'elle ne l'imaginait. Dans sa solitude intime, elle lutte constamment contre le mauvais sort, comprenant qu'elle est condamnée à partir, à embrasser, malgré elle, la voie de la gloire. À la faveur de son père qui voyage assez fréquemment, pour le compte de la SFID, et la gentillesse de sa nouvelle belle-mère, Rosette est tout le temps partie. Et à chaque fois, un pincement au cœur, quand elle s'éloigne laissant sa fille tantôt chez la belle-mère, tantôt chez une tante, ou à une cousine, une douleur qui paradoxalement, ne fait que la contraindre à suivre l'horizon incertain. C'est dans ce contexte instable que Chantal grandira, sous les auspices de son grand-père, qui fait partie des 10 employés locaux bénéficiant du statut valorisant de cadre moyen, privilège gratifiant certes, mais qui ne dispense point du sort des autres familles du camp des misérables. Bien que métisse, Chantal ne sera point une privilégiée, son quotidien est le même que celui des autres enfants noirs, ajoutez à cela la nostalgie permanente, à cause des absences fréquentes de sa mère, une tristesse qui ne s'apaise que lorsqu'elle retrouve ses camarades, sur le chemin d'école, ou dans la cour de récréation. Comme sa mère ou son grand-père, Chantal est spontanée, énergique et travailleuse. Chaque fois qu'elle va puiser de l'eau à la fontaine du quartier pour les travaux domestiques de la maison, c'est avec frénésie, c'est aussi une joyeuse occasion de retrouvailles entre les enfants du quartier Dakar. Débordant d'énergie, Chantal tient fréquemment le rôle de leadership parmi ses camarades, admirée pour son sens d'organisation des équipes pendant les moments de distraction. Elle se passionne pour des jeux tels que le pouce PION*, le tapis VOLE*, dans le cours d'eau appelé foulé-foulé, où les enfants du camp jouent à qui veut pain chargé. Dans ce bassin tapissé par la végétation, on joue au lancer d'eau, et on plonge la tête en montrant son petit derrière vers le ciel. Le foulé-foulé est aussi un lieu de règlement de compte des disputes inachevées à l'école, ou dans la cour de récréation, rivalité fréquente d'enfants, dont certaines laisseront d'inoubliables séquelles. Comme ces fois où Chantal reçoit des petites insultes, moqueries blessantes, à cause de sa couleur de peau métissée, on la traite souvent de Ntangan BELABO*. Et pour autant, elle ne se laisse pas faire. Elle sait se défendre, aussi bien face aux filles qu'aux garçons. C'est ainsi qu'elle va finir par inspirer respect et même crainte auprès de ses camarades. Nous sommes en 1985, Chantal a 15 ans. Son corps développé est par chance épargné de la tragédie environnante. À l'Est Cameroun, le spectre de la modernité qui s'est mêlé aux us locaux a engendré le chaos. Sexualité ou grossesse précoce sont le passage obligé de la plupart des adolescentes. À 16 ans, certaines jeunes filles ont la chair martyrisée ou suturée, à cause de ces blessures sentimentales, qui finissent en blessures réelles. L'ouverture sur le monde a créé dans la région de l'Est, un véritable séisme social. La ruée vers l'or vert, de ses promesses dorées, a transformé la vie de paisibles paysans en cauchemar. Tous les soirs,
Les ouvriers de la SFID se saoulent dans des gargotes et ne rentrent à la maison qu'une fois le cervelet frelaté. Ce n'est qu'ainsi qu'ils réussissent à trouver le sommeil. Après le dur labeur de la saoulerie en saoulerie, tous les hommes du coin sont métamorphosés en carcasses, virilité rugueuse, carrosserie ambulante, le prince charmant a déserté le village. C'est pourquoi toutes les jeunes filles de la communauté rêvent de partir, de fuir les blessures, car la légende raconte qu'on n'aurait plus de chance dans les grandes villes. Elles rêvent toutes de s'accrocher un jour sur l'une des rares voitures qui traversent la route poussiéreuse de Dimako pour la capitale. C'est ainsi que Chantal s'enfuira et se résoudra par la suite à rester avec sa mère à Yaoundé. C'est le début d'une nouvelle vie. La petite fille de la forêt est désormais dans la ville lumière, la capitale politique du Cameroun qui, elle ne le sait pas encore, est une arène encore plus féroce que les bourgades de recherche d'or vert. Une cité de loups, qui a déjà laissé des séquelles à sa mère devenue alcoolique, cette dernière qui doit s'hydrater abondamment tous les matins, en buvant 2 litres d'eau, pour apaiser le feu en elle. À Yaoundé, pas besoin d'attendre les jours de colère, l'immolation est permanente. La capitale politique du Cameroun se dresse sur des cimes, 7 cornes sorties de terre, elle constitue une forteresse remontant à l'époque de l'occupation coloniale. Comme la plupart des villes en Occident, Yaoundé, de nom vulgaire et sans racines, fut fondée par des canons, édifiés à partir d'un poste militaire allemand érigé en 1895, sur une colline, mur de feu baptisé Ongola, qui signifie clôture en langue locale, un édifice par lequel l'occupant allait par la suite emprisonner le destin des populations autochtones, la gloire par la puissance de feu. Le feu permanent de Yaoundé remonte à son origine. Rosette, qui s'immole tous les jours, est loin d'imaginer que sa situation est la conséquence d'un ordre lointain. Avec l'arrivée brutale de sa fille, elle se voit tout couverte de honte, elle s'en veut, de ce mal qu'elle se fait par sa propre intention, un mauvais sort contre lequel elle a sollicité en vain le secours biblique. Son appel à la miséricorde a tout le temps résonné comme un cri dans le désert, la ville de Yaoundé elle-même transformée en chantre maléfique, où l'opulence la plus cruelle côtoie, dans la totale indifférence, la misère la plus insoutenable. Les faibles sont oubliés ou écrasés, véritable purgatoire sans fin. Ayant plongé de façon quasi irréversible, Rosette mesure déjà la fragilité qui guette sa fille. Elle sait que basculer ne tient qu'à un petit fil. Mais pour l'instant, elle accueille son enfant avec joie et s'efforce de sourire, de lui épargner le récit des difficultés qu'elle n'a cessé de rencontrer depuis son arrivée à Yaoundé, situation qui, peu à peu, l'a rendue dépendante à l'alcool. Ceci ajouté à son chagrin de mère ayant toujours été absente auprès de son enfant. Par sa voix candide, et déjà empreinte de sens de responsabilité, Chantal manifeste son inquiétude face à la situation indissoluble de sa mère, et l'exhorte à réaliser que l'alcool ne résout rien, elle souhaite l'aider à s'en sortir. L'échange entre mère et fille permet de créer un nouveau départ, sauver ce qui peut l'être, promesse solennelle de donner le meilleur, pour que les choses s'améliorent. Rosette espère fortement qu'avec sa fille, elle saura trouver le bon chemin. Chantal reprend l'école, elle est assidue et déterminée. Elle ramène même de bonnes notes, ce qui laisse envisager un avenir meilleur. Malheureusement, l'engagement sincère de 2 femmes pleines de bonne volonté connaîtra, en à peine un trimestre, de terribles épreuves. La réalité de la pauvreté resurgit, cruellement. Les vœux ardents de réussite s'érodent peu à peu. Tout bascule à nouveau, Rosette, doublement fragilisée par son impuissance face à l'encadrement de sa fille, replonge dans le tourbillon éthylique, et pire cette fois-là car elle se passe même de réhydratation matinale et reste dans le feu permanent des faits insatiables, elle n'y peut rien n'étant trempé, mouillé c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec dit l'oracle populaire. C'est ainsi que la suite du parcours scolaire de Chantal se trouve brutalement perturbée face au dénuement de la maison. Elle comprend qu'elle va devoir se prendre en main, être plus sensible aux regards portés sur elle, sur le chemin d'école, ou ceux des amis de sa mère. La situation est si difficile qu'elle ne peut continuer de résister à l'assaut des mal nantis. Même sa mère Rosette l'y pousse, à sa manière, en vantant les charmes de sa progéniture. Chantal se libère de son trac et aborde ainsi son destin de femme pour assurer sa survie. Elle devient adulte en y étant poussée par la faim. Et, loin de l'épanouissement escompté, cet épisode du bonheur par l'amour va la plonger dans une saison encore plus dramatique. Elle prend précocement une grossesse, avec l'un des bienfaiteurs qui la comblait, une situation imprévue qui, petit à petit, va faire baisser les sollicitations, bouleversant les ambitions de sa mère.
En plus de se prendre en charge, Chantal doit élever ses jumeaux, en s'appuyant sur une Rosette qui ne lui a toujours pas pardonné son accident, et un géniteur violent et absent. Être à la hauteur de ses responsabilités au quotidien relève du miracle. Chantal a appris très tôt à compter sur la chance, et sur un Dieu au secours des pauvres. Mais la roue de fortune ne lui sourit pas toujours. Se sentant à bout, elle pense de plus en plus à son père qui pourrait tout au moins la prendre dans ses bras. Les amants gentils de sa mère ne pourraient combler ce désir profond. En effet, Chantal étant métisse, certains compromis s'avèrent peu évidents. Avec les amants camerounais de sa mère, elle se trouve condamnée à retrouver son blanc de père. Elle éprouve chaque jour l'ardent besoin d'amour paternel, elle en souffre, depuis l'école où, déjà, on l'a traitée d'enfant COTISE accent aigu astérisque, au point où parmi les siens, elle se voyait par moments comme une inconnue. Un malaise qui l'a profondément marquée, de ces mythes courants, où l'on catalogue la femme métisse, comme étant destinée à finir en prostituée. Des conséquences tragiques de cette image, elle a échappé de justesse à l'inceste, au viol, dans un environnement où plusieurs de ses camarades en étaient victimes, le triste creuset de modernité qu'était devenu Dimako. Arrivée à Yaoundé, elle va encore subir la convoitise des amants de sa mère, connaître des nuits d'insomnie suite aux explosions de colère de Rosette, ce qui a par moments donné lieu à des fugues périlleuses. Elle a le sentiment d'être haïe. La relation entre Chantal et sa mère n'est point apaisée, elle pleure, enveloppée de chagrin, éprouvant à nouveau le besoin de partir, chose qui s'annonce compliquée, voire impossible, car partir de Yaoundé, point de chute de tous les rêves de départ, suppose retourner en brousse. Ses capacités humaines s'épuisant, Chantal s'investit alors dans la prière, de plus en plus, une voix qui semble la réconcilier avec sa mère, cette dernière qui a fini par retrouver de meilleurs sentiments, ayant réalisé que les femmes chagrinées, qui s'immolent à alcool ne finissent pas forcément heureuses. Rosette s'est surtout réveillée grâce à sa cousine qui, fonctionnaire, maîtresse d'école, lui a rappelé à quel point elle faisait la honte des femmes, ces femmes qui doivent inspirer la vertu au sein de la famille et rester des modèles pour leurs enfants et non des personnes indignes. Lui a rappelé à quel point elle se laisse aller par de multiples vies. La maîtresse cite en exemple sa propre vie de famille, qui n'a tenu au bout de 20 ans de mariage que grâce à la patience. Jamais on n'avait parlé à Rosette avec une telle autorité, sa cousine termine en lui demandant de se ranger et de fonder une vie de famille équilibrée, et que seul, l'amour résolu peut l'y aider, cet amour par lequel elle a pu sortir son couple des durs moments. L'amour résolu, voilà ce qui est conseillé à malheureusement, l'engagement sincère de deux femmes pleines de bonne volonté connaîtra, en à peine un trimestre, de terribles épreuves. La réalité de la pauvreté resurgit, cruellement. Les vœux ardents de réussite s'érodent peu à peu. Tout bascule à nouveau, Rosette, doublement fragilisée, par son impuissance face à l'encadrement de sa fille, replonge dans le tourbillon éthylique, et pire cette fois-là car, elle se passe même de réhydratation matinale, et reste dans le feu permanent des faits insatiables, elle n'y peut rien étant trempé, mouillé c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec dit l'oracle populaire. C'est ainsi que la suite du parcours scolaire de Chantal se trouve brutalement perturbée, face au dénuement de la maison. Elle comprend qu'elle va devoir se prendre en main, être plus sensible aux regards portés sur elle, sur le chemin d'école, ou ceux des amis de sa mère. La situation est si difficile, qu'elle ne peut continuer de résister à l'assaut des mal nantis. Même sa mère Rosette l'y pousse, à sa manière, en vantant les charmes de sa progéniture. Chantal se libère de son trac, et aborde ainsi son destin de femme, pour assurer sa survie. Elle devient adulte en y étant poussée par la faim. Et, loin de l'épanouissement escompté, cet épisode du bonheur par l'amour, va la plonger dans une saison encore plus dramatique. Elle prend précocement une grossesse, avec l'un des bienfaiteurs qui la comblait, une situation imprévue qui, petit à petit, va faire baisser les sollicitations, bouleversant les ambitions de sa mère. En plus de se prendre en charge, Chantal doit élever ses jumeaux, en s'appuyant sur une Rosette qui ne lui a toujours pas pardonné son accident, et un géniteur violent et absent. Être à la hauteur de ses responsabilités au quotidien relève du miracle. Chantal a appris très tôt à compter sur la chance, et sur un Dieu au secours des pauvres. Mais la roue de fortune ne lui sourit pas toujours. Se sentant à bout,
Elle pense de plus en plus à son père qui pourrait tout au moins la prendre dans ses bras. Les amants gentils de sa mère ne pourraient combler ce désir profond. En effet, Chantal étant métisse, certains compromis s'avèrent peu évidents. Avec les amants camerounais de sa mère, elle se trouve condamnée à retrouver son blanc de père. Elle éprouve chaque jour l'ardent besoin d'amour paternel, elle en souffre depuis l'école où, déjà, on l'a traitée d'enfant COTISE accent aigu astérisque, au point où parmi les siens, elle se voyait par moments comme une inconnue. Un malaise qui l'a profondément marquée, de ces mythes courants, où l'on catalogue la femme métisse, comme étant destinée à finir en prostituée. Des conséquences tragiques de cette image, elle a échappé de justesse à l'inceste, au viol, dans un environnement où plusieurs de ses camarades en étaient victimes, le triste creuset de modernité qu'était devenu Dimako. Arrivée à Yaoundé, elle va encore subir la convoitise des amants de sa mère, connaître des nuits d'insomnie suite aux explosions de colère de Rosette, ce qui a par moments donné lieu à des fugues périlleuses. Elle a le sentiment d'être haïe. La relation entre Chantal et sa mère n'est point apaisée, elle pleure, enveloppée de chagrin, éprouvant à nouveau le besoin de partir, chose qui s'annonce compliquée, voire impossible, car partir de Yaoundé, point de chute de tous les rêves de départ, suppose retourner en brousse. Ses capacités humaines s'épuisant, Chantal s'investit alors dans la prière, de plus en plus, une voix qui semble la réconcilier avec sa mère, cette dernière qui a fini par retrouver de meilleurs sentiments, ayant réalisé que les femmes chagrinées, qui s'immolent à alcool ne finissent pas forcément heureuses. Rosette s'est surtout réveillée grâce à sa cousine qui, fonctionnaire, maîtresse d'école, lui a rappelé à quel point elle faisait la honte des femmes, ces femmes qui doivent inspirer la vertu au sein de la famille et rester des modèles pour leurs enfants et non des personnes indignes. Lui a rappelé à quel point elle se laisse aller par de multiples vies. La maîtresse cite en exemple sa propre vie de famille, qui n'a tenu au bout de 20 ans de mariage que grâce à la patience. Jamais on n'avait parlé à Rosette avec une telle autorité, sa cousine termine en lui demandant de se ranger et de fonder une vie de famille équilibrée, et que seul, l'amour résolu peut l'y aider, cet amour par lequel elle a pu sortir son couple des durs moments. L'amour résolu, voilà ce qui est consigné. La voisine de Madame Vigourou se montre chaleureuse et est sensible à l'histoire de Chantal, dont elle fait une amie. Elle s'appelle Marie Aédétien, avec son mari français, une boîte de nuit à la mode à Douala, le Club 78, version XL du Club Saint-Hilaire, à cette époque, le passage obligé de tous les ambitieux. Grâce à son avant-gardisme festif, le 78 est une arène ouverte à tous les genres humains, surtout de ces pénombres où, pour la première fois au Cameroun, le mythe de l'homosexualité féminine est dévoilé, et Marie, du haut de son irrésistible beauté, érigée en prêtresse des insatisfaites. Les soirées s'y vivent comme un moment de pèlerinage pour tous, y compris les hommes voulant mettre en lumière l'immense part de féminité en eux. C'est aussi l'antre sublime, où les bienfaiteurs se passionnent de l'immolation des fées, qui s'exhibe sur les pistes de danse cadencées de lumières multicolores. Au sein de la micro-bourgeoisie de Douala, l'âge sordide de Yaoundé est métamorphosé en œuvre d'art, avec pour maître de cérémonie un certain Donatien Coagne, célèbre par sa mallette magique, qui blanchit la fortune des chefs d'État. Par son aura, l'homme bien de là-bas célèbre le baptême des muses, en arrosant ces dernières de billets de banque, sous les rayons denses des stroboscopes et les louanges endiablées des DJ du 78. On est en extase, jusqu'au bout de la nuit, et de magique, le nec du petit matin, quand au sortir de la boîte de nuit, la bulle rétrécit et éclate dans la paume de main, en vous laissant un parfum inoubliable. Puis, en titubant, sous la lumière du petit jour, bien que traînant encore ce petit soupçon de soufre, vous rentrez, en promettant de revenir. La patronne du 78 fait découvrir à Chantal toutes les facettes de Douala, surtout, lui dévoile que tout se résume dans la petite bulle du matin qui éclate dans la paume de main et disparaît, et, subitement, plus de bienfaiteurs. Et que la vraie vie c'est d'avoir un mari et des enfants. Une révélation bouleversante pour Chantal, qui croyait en cette gloire-là, Chantal qui au fil des jours redécouvre Marie, dans la vraie vie, femme au foyer infiniment attachée à sa fille et à son mari, loin de l'icône choyée de boîte de nuit, la vraie vie de famille que nourrissait Chantal avant de basculer. Les jours suivants, la présence de Chantal au 78 est plus détendue, Marie l'y invite pour le fun,
lui prodigue quelques conseils pour le choix de ses amants, et la dépanne en argent de temps en temps. Chantal se confie à Marie, lui raconte ses déboires, et aussi sa récente rencontre avec un monsieur Bamileke, qui s'occupe merveilleusement d'elle, mais souffre parce qu'elle ne le voit que selon la disponibilité de sa vie de famille. Elle s'ouvre entièrement pour la première fois, une complicité avec Marie, qui la console du violent rejet par son père. En retournant à Yaoundé, Chantal, qui n'a certes pas reçu le réconfort paternel qu'elle espérait, se trouve infiniment revigorée par le soutien et les conseils de Marie. Elle n'a plus l'obsession de la recherche de gloire, car elle sait désormais que partir peut aussi signifier un retour à ses premiers sentiments, et non pas toujours l'assaut vers la ville lumière. Elle ne désespère plus tant. Sa mère s'occupe un peu plus de ses jumeaux, ce qui lui permet d'enchaîner des petits boulots pour assurer la survie du quotidien. Elle travaillera dans quelques bars très fréquentés de la capitale politique, fera des défilés de mode ou de Miss, un héritage maternel qu'elle entretient avec beaucoup de nostalgie. Cependant, les sorties tardives en boîte de nuit se feront rares. Elle a coupé toute relation avec le géniteur de ses jumeaux qui la violentait et ne cessait de lui pourrir la vie par des scènes absurdes de jalousie venant du plus infidèle des amants. Chantal avait besoin de répit. C'est pourquoi elle déclinait aussi l'offre répétée de certains bienfaiteurs qui revenaient, elle les fuyait, ceci après avoir compris le mystère des bulles matinales. À défaut d'amour fusionnel, elle a suivi le chemin de la raison et s'est mise avec un homme d'affaires égyptien installé à Yaoundé qui lui redonne le sourire. Sa vie se passe tant bien que mal, jusqu'au jour où une amie, Élise Hazard, l'entraîne à une soirée où son charme retient l'attention du